Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans une réalité très très concrète et, on va pas se mentir, parfois un peu redoutée de l'immobilier de 2026. Bonjour, oui, redouter, c'est vraiment le mot juste pour le coup. Carrément. Et on va se concentrer sur un marché bien spécifique, la région de la Vendée, pour décortiquer un mécanisme qui est vraiment en train de redessiner totalement les rapports de force entre acheteurs et vendeurs en ce moment. Absolument, c'est une bascule majeure. Au centre de notre analyse détaillée aujourd'hui, il y a trois petites lettres. Un acronyme bien connu de ceux qui suivent l'actualité immobilière, c'est le PPT. Le fameux PPT. C'est un sujet devenu absolument incontournable. Et l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est pas de refaire l'historique basique de cette loi que beaucoup connaissent déjà. Ouais, on va pas faire un cours de droit. Exactement. Le but, c'est plutôt d'analyser sa traduction stratégique vraiment sur le terrain. L'idée est de comprendre comment une obligation qui est souvent perçue comme une simple contrainte administrative s'est transformée en un levier de négociation massif. Bon, décortiquons tout ça. Pour mener cette réflexion, on s'appuie sur un document de référence particulièrement pointu. C'est le guide vendeur La Roche-sur-Yon 2026. Un très bon guide d'ailleurs. Oui, un travail exhaustif qui a été rédigé par Laetitia Gay, qui est conseillère en immobilier en Vendée Sud. Et en croisant ce guide avec les analyses de son blog professionnel, on obtient une photographie très nette de ce qui se passe vraiment lors des signatures chez le notaire aujourd'hui. On sort enfin de la théorie pure là. C'est ça. On entre dans le vif du sujet. Comment ce fameux plan pluriannuel de travaux, le PPT, dicte désormais la valeur réelle d'un appartement? Alors, pour bien saisir l'enjeu stratégique, rappelons brièvement le cadre, sans s'y attarder excessivement non plus. Le PPT, qui est issu de la loi Climat et Résilience d'août 2021 et qui est intégré à l'article 171 de la loi de 1965 sur la copropriété, c'est pas juste un inventaire à l'après-vert, hein. Non, c'est pas juste une liste de courses. Voilà, c'est une projection financière et technique sur 10 ans. Il liste ses travaux indispensables pour préserver le bâtiment, garantir la sécurité et améliorer la performance énergétique. Et ce qui marque un vrai tournant avec ça, c'est que l'on passe d'une gestion immobilière souvent réactive, genre on répare quand ça casse. Quand il y a une fuite, on appelle le plombier. Exactement. Et là, on passe à une gestion purement proactive. Et le législateur était assez intelligent sur un point précis que beaucoup de vendeurs omettent encore, malheureusement. Ce qui est fascinant ici, c'est justement la dichotomie entre la planification et l'exécution. Hmm, En fait, la loi n'impose pas de déclencher les travaux dans la minute où l'encre du document est sèche. heureusement d'ailleurs, hein. L'obligation porte vraiment sur la planification technique et surtout sur la provision financière correspondante. Le PPT doit fournir un chiffrage précis, un calendrier sur la décennie et décliner tout cela en quote-part théorique pour chaque lot. Donc on est vraiment sur de l'anticipation budgétaire. C'est ça, pour éviter la fameuse crise de trésorerie en pleine assemblée générale quand la chaudière collective rend l'âme, en plein mois de novembre. La fameuse AG qui dure jusqu'à minuit où tout le monde s'écharpe On a tous connu ça. et le couperet est tombé de manière progressive, on s'en souvient. En 2023, la mesure ciblait d'abord les paquebots immobiliers ainsi les copropriétés de plus de 200 lots. Ensuite, 2024 a vu l'intégration des structures moyennes de 51 à 200 lots et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, le vrai changement de paradigme. Parce qu'en 2025, la NAS s'est refermée sur tout le monde. La bascule de 2025 a été un véritable choc de réalité pour énormément de propriétaires. Depuis le 1er janvier 2025, la loi englobe absolument toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Toutes. La taille du bâtiment n'est plus du tout un critère d'exemption. Et c'est ça qui est frappant dans les sources qu'on a épluchées. Que l'on vende un appartement dans une immense tour ou qu'on possède, je sais pas, un petit lot dans une minuscule copropriété de 3 appartements en plein centre de La Roche-sur-Yon ou à Bournezeau, la règle est identique. C'est la même loi pour tout le monde. Comme l'a bien précisé l'Agence nationale pour l'information sur le logement, la fameuse ANIL, dans ses textes d'application. Les petites structures sont définitivement rattrapées. La seule exception concerne les bâtiments de moins de 15 ans. Pour le reste, c'est la fin de la politique de l'autruche. Et c'est justement cette fin de l'exceptionnalisme qui crée des frictions incroyables sur le marché en ce moment. D'ailleurs, l'auteur du guide passe au crible les réflexes défensifs des vendeurs face à cette nouvelle norme. Oui, il y en a plein. Il y a un véritable choc entre la croyance populaire et la réalité juridique. C'est clair. Le guide regorge d'exemples de vendeurs qui essayent de minimiser la chose. Il y a une réflexion qu'on entend systématiquement, c'est de réduire le PPT à de la, je cite, simple paperasse. Le fameux « c'est juste de l'administratif ». Voilà.
L'idée qu'au fond, si l'appartement est beau, s'il est bien situé, l'acheteur va pas s'arrêter à un pauvre document administratif manquant. Alors ça, sous-estimer l'arsenal juridique actuel, c'est une erreur stratégique majeure. Considérer le PPT comme un détail administratif, c'est faire l'impasse sur l'article 11.12.1 du Code civil. L'obligation d'information, L'obligation précontractuelle d'information, oui. Aujourd'hui, lors d'une transaction, le PPT n'est pas un bonus, c'est une pièce maîtresse à annexer à l'acte de vente, au même titre que le règlement de copropriété et les procès-verbaux. et la sanction sur le terrain, elle est immédiate. Un notaire qui constate l'absence de ce document, il va pas simplement fermer les yeux. Il a le devoir de sécuriser la transaction. Donc, il bloque le processus. C'est ça, la signature est suspendue, tout simplement. Et il faut savoir que le blocage par le notaire, c'est presque le meilleur scénario pour un vendeur imprudent. Le meilleur scénario. Ben oui, car il évite le pire. Si, par un concours de circonstances, la vente venait à se conclure sans cette transparence sur les travaux à venir, le vendeur laisse une bombe à retardement. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. L'acheteur a tout le loisir de revenir à la charge des mois plus tard, en invoquant le vice du consentement. Et devant un tribunal, l'argument est imparable. S'il découvre le pot aux roses après coup, l'acheteur démontre que s'il avait eu connaissance des, disons, 40 000 € de travaux de toiture prévus sur les 5 prochaines années, il n'aurait jamais formulé la même offre, voire il n'aurait pas acheté du tout. Ce qui entraîne l'annulation de la vente ou des dommages et intérêts colossaux pour le vendeur. On est très très loin de la simple formalité. Et il y a un autre réflexe très humain décrit dans les sources, surtout chez ceux qui n'habitent pas sur place ou qui délèguent beaucoup à des professionnels. C'est la faute du syndic. C'est la fameuse phrase « c'est le problème du syndic, je paye des charges pour ça, c'est pas mon sujet ». Il y a une confusion classique là-dessus. Une confusion entre la préparation technique et la responsabilité juridique. Effectivement, c'est le syndic qui orchestre la création du document. Il va mandater les bureaux d'études, les architectes. Ce qui a un coût d'ailleurs. Les données du guide montrent que pour une petite copropriété, l'élaboration de ce plan coûte en moyenne entre 1 000 et 4 000 € répartis sur l'ensemble des copropriétaires. Donc oui, le syndic travaille. Mais au moment de la vente, le parapluie du syndic ne couvre plus du tout le vendeur. C'est le vendeur qui est en première ligne face à l'acheteur. C'est à lui de s'assurer que le syndic a fait son travail, que le document a bien été soumis au vote de l'AG, de l'Assemblée générale, et qu'il l'a physiquement entre les mains pour le compromis de vente. C'est de sa responsabilité. Complètement. Si le jour de la signature, le dossier est vide, l'acheteur va pas faire un procès au syndic de copropriété. Il va se retourner contre la personne qui lui vend le bien. Exactement. Et cela nous mène à la situation tactique la plus complexe, celle où le vendeur pense être inattaquable parce que justement, le processus a eu lieu. Mais c'est soldé par un refus. Voilà, c'est le fameux l'Assemblée générale a voté contre le PPT, la majorité n'en voulait pas, donc je n'en ai pas, je suis couvert par la décision collective. Ça, c'est un biais cognitif redoutable, je trouve. On se dit que si la majorité a dit non, on est dispensé de l'obligation de le fournir. Sauf que c'est faux. C'est ignorer totalement le principe de transparence. Le fait que la copropriété décide de naviguer à vue, sans instrument de bord, c'est en soi une information cruciale pour un acheteur. Un refus de vote ne supprime pas l'obligation d'informer, au contraire même. Le vendeur doit impérativement fournir le procès-verbal d'Assemblée générale actant ce refus. Cacher ce vote négatif, c'est une faute. Une faute grave. Et stratégiquement, arriver face à un acheteur en lui disant que la copro refuse de planifier l'entretien de l'immeuble, c'est lui offrir un levier de négociation en or massif. L'acheteur rationnel va immédiatement intégrer une prime de risque dans son offre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond ? Parce qu'on parle beaucoup de risques juridiques, de notaires, d'assemblée générale, c'est très bien. Mais quand on s'intéresse à l'immobilier, le nerf de la guerre, c'est l'impact direct sur le portefeuille, sur la valorisation du patrimoine. Comment cette dynamique se traduit-elle financièrement, là, en 2026 ? L'analyse de terrain fournie par notre conseillère experte est très éclairante sur cette question de la valorisation. Aujourd'hui, le prix final ne dépend plus seulement de l'étage, de l'exposition ou de la jolie déco intérieure de l'appartement. Ça serait trop simple. La présence et le contenu du PPT créent 3 dynamiques de marché très distinctes. Ouais, on observe vraiment 3 salles, 3 ambiances lors des négociations. Il y a d'abord le cas d'école. Le vendeur arrive avec un PPT voté, un calendrier clair et surtout, le fonds de travaux est déjà correctement provisionné pour les années à venir. Dans cette configuration, l'impact sur la négociation est neutre et se transforme même souvent en avantage compétitif. L'acheteur achète une tranquillité d'esprit, tout simplement. C'est rassurant. Il sait exactement où il met les pieds pour la prochaine décennie. De plus, dans un contexte bancaire qui reste toujours assez exigeant, ce niveau de transparence rassure énormément les banques qui financent l'acquisition.
Un immeuble bien géré, c'est un gage de sécurité pour le créancier. C'est un peu le label de bonne gouvernance. Mais à l'opposé de ce cas d'école parfait, on a la situation de blocage. C'est le scénario où le PPT est inexistant ou a été rejeté. Là, c'est même plus une question de prix, c'est une question de fluidité du marché. Face à l'opacité, l'acheteur contemporain, qui est extrêmement bien informé aujourd'hui, fige ses décisions. Soit il entame une négociation extrêmement agressive pour se couvrir contre un éventuel ravalement de façade surprise, soit, dans une grande majorité des cas observés sur le terrain, il se rétracte. Le doute tue la transaction. C'est exactement ça. Pour eux, parce que le vendeur a fait les choses dans les règles, mais la réalité de l'immeuble le rattrape. Le PPT existe, il a bien été voté, mais il révèle que le bâtiment nécessite des travaux lourds. Et pire encore, la copropriété n'a pas encore constitué les provisions financières nécessaires. C'est la situation la plus pénalisante financièrement pour le coup. L'acheteur a sous les yeux la preuve irréfutable qu'il va devoir débourser des sommes importantes à court ou moyen terme. Mécaniquement, il va déduire ce coût futur de son offre d'achat initiale. C'est logique de son point de vue. Les observations du marché en 2026 montrent que ce type de profil subit une décote quasi systématique allant de 3 à 8% selon la gravité des travaux planifiés. Il faut vraiment poser les chiffres pour mesurer l'hémorragie financière dont on parle. Les sources nous donnent une grille très précise pour la région de La Roche-sur-Yon. En 2026, on est sur une fourchette globale de 2300 à 3100 € le mètre carré. Si on prend un appartement standard dans l'ancien, on tourne autour de 2400 à 2600 € le mètre carré. D'accord. Prenons l'exemple concret d'un T3 de 65 mètres carrés. Si l'acheteur, effrayé par un PPT très chargé et non provisionné, applique une décote de 5%, on parle d'une perte sèche de 8 000 à 10 000 € net pour le vendeur. Une décote qui représente souvent la totalité de la marge de négociation espérée par le vendeur, voire bien plus. C'était pas anodin, 10 000 €. Ah non, c'est énorme! C'est le budget d'une rénovation intérieure complète ou les frais de notaire pour la future acquisition du vendeur. Cette perte illustre parfaitement comment un défaut d'anticipation collective se paie cash au niveau individuel lors de la revente. Quand on voit ces montants, on comprend vite qu'improviser coûte extrêmement cher. D'ailleurs, les notes de notre experte pointent un florilège d'erreurs fatales commises par les vendeurs, à commencer par une confusion tenace autour de tous ces acronymes. C'est fou le nombre de professionnels et de particuliers qui mélangent encore le DTG et le PPT, alors que la distinction est pourtant limpide. Cela soulève une question primordiale sur la clarté des dossiers techniques. La soupe à l'alphabet de l'immobilier n'aide personne, certes, mais il faut marteler la différence. Le DTG, donc le diagnostic technique global, est une photographie à un instant T. C'est l'état des lieux. C'est un bilan de santé, un constat. Le PPT, lui, c'est la prescription médicale. C'est le plan d'action budgété sur 10 ans qui découle de ce constat. Fournir l'un ne dispense en aucun cas de fournir l'autre. Présenter un magnifique DTG en pensant rassurer l'acheteur, sans fournir le PPT qui l'accompagne, c'est aller droit dans le mur chez le notaire. Sauf dans un cas extrêmement précis, mais qui ressemble presque à un mythe urbain, non? Le législateur a effectivement prévu une porte de sortie très étroite. Si le DTG conclut noir sur blanc qu'absolument aucun travail n'est nécessaire sur le bâtiment pour les 10 prochaines années, alors la copropriété est exemptée de PPT. Bon courage pour trouver ça. Restons réalistes, trouver un bâtiment de plus de 15 ans avec sa toiture, ses façades, ses parties communes et sa chaufferie qui ne requiert aucune intervention sur une décennie entière, c'est de l'ordre du miracle architectural. C'est un pari beaucoup trop risqué pour baser sa stratégie de vente dessus. Ne jamais confondre l'IRM avec l'ordonnance, en somme. Au-delà de cette confusion des documents, l'erreur qui revient le plus souvent dans l'analyse de terrain, c'est la gestion du calendrier. Le fameux vendeur qui se réveille au moment où l'acheteur du banco. Le manque d'anticipation est la principale cause d'échec des transactions. Attendre d'avoir une offre contresignée pour appeler son syndic et demander une copie du PPT, c'est suicidaire. C'est beaucoup trop tard. Les syndics gèrent des milliers de lots, obtenir les documents à jour, les derniers procès-verbaux, vérifier les annexes, cela prend des semaines. Entre-temps, l'acheteur poireaute, le notaire relance, le doute s'installe. Et très souvent, l'acheteur se rétracte, grâce à son délai de réflexion légale, simplement parce que le dossier n'était pas carré. Une autre subtilité dangereuse mise en lumière par les sources, c'est la validité du document. Arriver avec un PPT qui a été voté mais qui n'a jamais été mis à jour, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Le bâtiment vit, les réglementations évoluent. Les coûts des matériaux explosent en ce moment. Un plan établi il y a plusieurs années doit être réactualisé. C'est une obligation légale de le réviser au moins tous les 10 ans, mais une révision plus fréquente est gage de sérieux. C'est rassurant pour l'acheteur. Enfin,
Et c'est peut-être l'erreur la plus dommageable pour la relation de confiance, c'est l'omission des appels de fonds déjà votés. Ne pas mentionner à l'acheteur qu'une assemblée générale passée a déjà acté une dépense qui va lui tomber dessus quelques mois après son emménagement, c'est s'exposer à des poursuites judiciaires immédiates. Le maître mot clignotant au néon rouge dans tout ce guide, c'est anticipation. Avant même de ranger le salon pour prendre les photos de l'annonce, la première étape logique, c'est d'auditer la santé administrative de sa copropriété avec son syndic. C'est la seule méthode valable aujourd'hui. Sécuriser l'information avant même de lancer la commercialisation. Avant de clore notre exploration, il y a une réflexion en filigrane dans les sources qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, car elle dépasse largement le cadre strict du vendeur et de son acheteur. On touche aux conséquences en chaîne d'un vote négatif en Assemblée générale. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, on constate que la loi utilise la contrainte de la vente individuelle pour forcer l'adaptation collective. C'est une mécanique implacable. C'est brillant et terrible à la fois. Lorsqu'une copropriété, par souci d'économie immédiate ou juste par désintérêt, refuse de se doter d'un plan pluriannuel de travaux, elle ne fait pas que compliquer la vie du copropriétaire du troisième étage qui souhaite déménager. Elle pénalise l'ensemble du bâtiment. L'impact sur les aides de l'État est immédiat dans ce cas-là. Sans ce document de planification précis, la copropriété se coupe de l'accès au financement public, notamment au dispositif MaPrimeRénov' copropriété. L'État exige une vision claire et structurée avant de débloquer ses fonds. Logique. Ainsi, pour éviter de payer quelques milliers d'euros pour réaliser un audit et un BPT, une copropriété peut se priver de dizaines de milliers d'euros de subventions pour sa rénovation énergétique. C'est l'ironie tragique de la situation. Un choix motivé par la peur de la dépense finit par condamner le bâtiment à une obsolescence énergétique et financière. Les factures continuent de grimper, la valeur patrimoniale de chaque appartement s'effrite et la transition écologique de l'immeuble est au point mort. C'est une illustration puissante de la façon dont le destin de chaque appartement est désormais intimement lié aux décisions collectives de l'immeuble. Cette interdépendance rend l'accompagnement d'autant plus crucial. La complexité n'est plus seulement juridique, elle est stratégique et financière à l'échelle de tout un microcosme immobilier. C'est une parfaite conclusion pour notre analyse détaillée. Ce qu'il faut retenir de ce marché de 2026, c'est que l'improvisation n'a plus du tout sa place. La maîtrise de ses paramètres est le seul moyen de protéger la valeur de son patrimoine. Pour notre public qui possède un bien en Vendée et qui ressent le besoin de faire un point objectif sur la situation de sa copropriété, les solutions existent. Il ne faut pas rester isolé face à ces obligations. Tout à fait. Si certains se demandent comment positionner le prix de leur appartement en intégrant ces nouvelles règles du jeu, ou s'ils cherchent des réponses spécifiques sur la dynamique des quartiers de La Roche-sur-Yon ou du secteur de Bournezeau, une expertise de terrain est à portée de main. Nous invitons chaleureusement ceux qui nous écoutent à prendre contact avec l'auteur du guide qui a structuré notre décryptage d'aujourd'hui. Laetitia Gay. Exactement. Laetitia Gay, conseillère en immobilier en Vendée Sud, propose de réaliser un avis de valeur complet et sans engagement en prenant soin d'inclure l'analyse de ce fameux PPT dans son estimation. Pour échanger directement avec elle et sécuriser vos projets, vous pouvez la joindre au 06 68 28 37 50. Je redonne ce numéro pour ceux qui veulent le noter, c'est le 06 68 28 37 50. Elle est également très réactive par email à l'adresse laetitia.gay@yadfrance.fr. Et bien entendu, pour approfondir le sujet, retrouver des études de marché local ou consulter l'intégralité de son guide, n'hésitez pas à visiter son site professionnel immovendesud.fr. Naviguer seul dans cet écosystème est devenu bien trop risqué aujourd'hui. L'œil d'un professionnel averti permet de transformer un parcours du combattant en une transaction sereine et maîtrisée. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des rouages de l'immobilier vendéen. On espère que cette exploration vous a donné les clés pour aborder vos futurs projets avec clairvoyance et stratégie. À très vite pour un nouveau décryptage.